rebonjour et re-bienvenue à cette émission de Prendre plaisir à l'informatique. Donc, on était rendu à la phase de téléchargement de la Linux Mint 17.3 Rosa. Et là, on devra la rendre vivante en déballant le cadeau via le logiciel UnetBootin que vous pouvez installer avec votre Windows. Dans mon cas ici, moi, je fonctionne en système Linux, donc je vais télécharger la version Linux. Et moi ici, c'est une 64 bits. Donc, je peux installer la distribution UnetBootin, pas la distribution, mais le logiciel UnetBootin via ce qu'on appelle un terminal. Le terminal était beaucoup utilisé, et même Linux est né via un terminal, et les gens ont tellement une crainte incroyable du terminal, il y a tellement de fausses idées là-dessus, que en réalité, c'était, dans le temps, c'était juste pour communiquer, finalement, d'université à université entre développeurs de logiciels libres, via des commandes dans un écran noir, ce que vous appelez la console sur Windows, qui est le terminal en Linux. Avec le terminal en Linux, c'est très puissant et c'est génial comme outil, mais ça n'a pas d'interface graphique dont les gens n'aiment pas ça. Mais si je peux l'installer via les commandes que vous voyez là ici, le sudo apt-get repository ppa, ainsi de suite. Là. Je peux copier cette ligne-là et la mettre simplement dans le terminal et pouvoir aller chercher l'adresse, autrement dit, où est logé, où est stocké le logiciel. C'est la nouvelle adresse qui va être mon fournisseur, finalement, si je veux avoir les mises à jour constantes de UnetBootin sur les derniers développements. J'ajoute ce qu'on appelle le PPA, qui est le site où est-ce que les développeurs logent les informations et les nouveaux updates sur ce logiciel-là. Les systèmes Linux fonctionnent de cette façon-là. Je fais un update et ensuite sudo apt-get install UnetBootin et voilà, ça serait fait en quelques clics. Mais je vais y aller de façon conventionnelle pour ne pas trop vous écarter. Avec ici, c'est un binaire. C'est un point bin. Non, je pense que je vais vous écarter plus si je le fais comme ça. Je pense que je vais essayer de vous simplifier ça encore plus. Donc, ici, moi, ça va être dans mes... juste une seconde. OK, il va se retrouver ici dans les accessoires, je crois, parce que j'utilise rarement cet ordinateur-là. Ma distribution Linux n'est pas faite comme celle que je suis en train de vous faire la démonstration depuis le début, parce que j'ai un seul ordinateur portable sur lequel je pouvais utiliser une machine virtuelle et dont j'avais envie de le faire pour les besoins de l'émission avec Windows virtuel dedans, parce que pour moi, il n'y a absolument aucune utilité d'utiliser ça. Donc, je vais ici le faire à la façon, vous faites-le comme vous exécutez en réalité le fichier, en l'ayant scanné à l'origine, comme j'ai tout expliqué sur la question de sécurité informatique avant. Mais là, regardez bien. Moi, en Linux, je vais installer ça de cette façon, OK? Je vais copier le sudo apt-get, le repository, donc l'adresse où est logé le logiciel. Et je fais Entrer. Il va demander mon mot de passe, comme toujours, parce que c'est moi qui est le patron de la machine, OK? La machine ne peut pas décider de faire des choses à mon insu, c'est moi le boss de la machine. C'est ça la grosse différence. Et là, il me dit, prouve que c'est toi. Si tu commandes un logiciel, tu es prêt à payer la facture qui est 0 cent, signe-la au moins pour montrer que c'est toi. Et si les gens autour dans votre famille ne connaissent pas votre mot de passe, ils ne pourront jamais installer un logiciel parce que vous n'avez aucun droit d'administration sur la machine si vous n'êtes pas le patron. Okay? Et ça, c'est la grosse différence avec Microsoft. Avec Microsoft, même les virus deviennent le patron et vous n'avez plus aucun contrôle. Donc, il me dit de peser sur Entrée.
et il se connecte, il se fait, vous voyez le temps rapide que ça s'est fait, il s'est connecté sur le serveur et là, la nouvelle adresse dans ma source de logiciel fournisseur est entrée et c'est permanent. Donc, ça, c'est la première phase pour l'installation du logiciel. Et là, il veut me mettre je dois mettre à jour mon nouveau fournisseur. Donc, dans mes updates, dans mes mises à jour, je fais un sudo apt-get update. Bon, je ne vous expliquerai pas tout ce que ça veut dire, là. Mais le sudo, S-U-D-O, signifie super utilisateur, super user do. Donc, le super utilisateur qui est moi avec le mot de passe, c'est moi le boss, te demande au système de faire. Tu vas faire un update, tu vas faire une mise à jour. Entrée. Mon mot de passe avait déjà été introduit quand j'étais allé chercher le PPA qu'on appelle, ou soit le lieu où est-ce qu'il est logé sur un serveur à quelque part dans le monde. Et les adresses justement où est-ce qu'ils sont logés sont écrites. Okay? Je le vois, où est-ce que c'est, et je connais la provenance des logiciels. Là, je vois la vitesse de transfert. Je vais vous dire aussi, ça fait 3 semaines peut-être que je n'ai pas fait de mise à jour du système, donc elle est un peu plus longue. Il me le suggérait via une petite chose rouge en bas. Et j'ai certains fichiers, parce que j'ai fait plein d'essais, qui ne sont pas... que les adresses ne sont pas reconnues valides, mais ça, c'est juste, ça ne change rien. Ce n'est pas un problème comme tel. J'ai juste pas eu le temps de faire de nettoyage dans cette chose-là. Et c'est ce qu'il me dit ici, que le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué. Ils ont été ignorés ou bien remplacés, ou les anciens sont utilisés à la place. Qu'on ne se casse pas la tête, il n'y a pas de problème avec Linux. Là. Okay? Fait que là, la prochaine commande, qui est le super utilisateur do, installe une NetBootin. C'est ce que je fais ici. Je colle cette ligne de commande-là, entrée. Et là, il me dit, je devrais ajouter X nombre de meg pour... Et là, il me dit oui ou non, OK? Et oui avec un gros oui, fait que je fais un O et entrée. Donc, il m'installe le logiciel NetBootin pour pouvoir... installer une distribution Linux live, une image ISO décompressable dans une clé et pouvoir démarrer sur une clé USB. Fait que là, il me montre tout ce qu'il en réalité qu'il fait comme geste pour installer ce logiciel-là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il ne me sort pas une histoire de accepter la licence, oui, suivant, voulez-vous ci, non, voulez-vous ça, non. Vous, là, si vous venez de l'installer, moi, il est installé, là. Si vous venez de l'installer sur votre Windows, vous n'aurez pas la même... et malgré que c'est un logiciel libre, vous n'aurez pas beaucoup de questions. Ça ne sera pas comme bien d'autres qui va vous offrir de vous installer la barre Yahoo ou Google ou qui va vous suggérer un logiciel de nettoyage ou de défragmentation ou finalement, dans certains cas, si vous ne savez pas ce que vous téléchargez, comme vous n'avez pas suivi les cours précédents, vous risquez de vous ramasser avec 250 espions dans votre ordinateur parce que vous venez d'installer un logiciel qui n'est pas exactement celui qui est sur le site de l'éditeur et qui est une contrefaçon dans bien des cas. Et là, vous allez avoir du fun avec votre Windows. Fait que là, c'est fait. Moi, là, il y a un prompt qui est revenu, qui est comme un genre de signe de pièce qui fait que je pourrais faire d'autres commandes dedans. Mais là, la commande est faite. Mon but était d'installer la version 64 de NetBootin pour pouvoir vous démontrer comment ça fonctionne. Fait que donc, ça ici, c'est fait. Fait que je peux refermer le terminal. Et c'est fait. Bon, NetBootin, là, il devrait me l'avoir placé dans un endroit que c'est un outil système, OK? C'est un outil qui me permet justement de mettre une distribution Linux sur une clé USB, il la décompresser dedans, il la rend amorçable. Donc, logiquement, comme je vais expliquer, en Linux, si vous commandez une table de salon, il ne vous la mettra pas dans la cuisine, OK? Donc là, c'est dans les outils système. Et dans les outils système, mon NetBootin, comme prévu, est là. Je clique sur NetBootin. Et là, c'est moi le boss de la machine. Il veut savoir, avoir la preuve. Il dit, mets ton mot de passe. Mais merci, je le mets. Et voilà. Donc, l'interface que vous avez vue sur les petites informations que NetBootin
vous fournit, ce que je vous ai montré tantôt, on la retrouve en vrai, là, ici, sur l'ordinateur que je vous montre actuellement. Donc, j'ouvre ma fenêtre. Je pourrais sélectionner une distribution Linux, ainsi de suite, mais elle est déjà téléchargée. On l'a téléchargée dans le dossier téléchargement. Donc, comme je vous avais indiqué, je clique sur Disque Image, qui est une ISO, et il a détecté qu'il y a une clé USB dans le lecteur. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Et là, je navigue, je parcours pour aller chercher l'emplacement de la distribution Linux qui se retrouve dans mon dossier téléchargement. Comme moi ici, c'est Home. Louve, c'est le nom que l'ordinateur a parce que d'origine, c'était l'ordinateur de ma compagne. Et là, je vais dans le dossier téléchargement. Et dans le dossier téléchargement, je repère où est-ce que ma distribution Linux a été téléchargée. Dans mon cas ici, on voit Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bits ISO. Donc, je clique sur celle-là et je fais Ouvrir ou Open. Donc, je vérifie ici que j'ai bien le bon emplacement, que ça va sur la clé USB et je fais OK. Fait que là, il m'indique ici pas téléchargement parce qu'elle est téléchargée. Donc, l'extraction et la copie des fichiers qui est en cours et je vois l'avancement. Vous pouvez arriver à un moment donné, comme lui, il était aux alentours de 70, dépendamment des distributions Linux, il y en a des fois, il peut arrêter un bon bout de temps là, parce que le gros des fichiers à décompresser et à placer sur la clé, ça peut prendre un certain temps, là, et dépendamment aussi de la vitesse de votre ordinateur et du système d'exploitation aussi que vous utilisez. Mais une netbooting avec une distribution Linux, même une grosse ISO de 1.5 GB comme ça, prend beaucoup moins de temps à décompresser et à se loger sur la clé avec un système Linux à matériel égal avec un système Microsoft. Mais ça, c'est une autre affaire. Vous aurez à vivre avec la vitesse. C'est plate, c'est comme ça. Donc, là, ben, c'est ça. Ça peut prendre un certain temps avant que ça se fasse. C'est quand même une grosse image ISO qui doit être extraite. Et comme vous voyez, c'est en réalité le 256e fichier sur 363. Il y a beaucoup de lumière ici, fait que j'ai un petit peu de difficulté. Mon écran me miroite au visage. C'est rendu là que là, à 73%, je crois, qui met comme une pause, mais il n'est pas en pause. Il continue, il travaille en arrière-plan. Fait qu'on le laisse là, on fait d'autres choses dans ce temps-là. Et c'est pas pire que ça. Fait que dans mon dossier téléchargement, c'est ça, il était là, je l'avais ouvert, mais je n'ai pas besoin de le faire comme ça. Je le fais, c'est le logiciel qui m'ouvre mon dossier téléchargement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ma fenêtre a fermé, qu'est-ce qu'elle a fait, là? Elle a comme explosé. Tout en petits morceaux, en petits carreaux. Ça, c'est une façon que j'ai configuré mon look de bureau. J'aime ça des fois, des effets, des bébelles, ainsi de suite. Exemple, vous voyez mes fenêtres molles. Et je peux modifier tout ça pour qu'il soit encore plus molle, bien élastique si je voudrais. Là. Puis je peux, quand je les réduis, il peut se faire un effet. Puis quand je les ferme, il peut se faire un autre effet. Puis ils peuvent être aléatoires et ainsi de suite. Donc là, on laisse ça travailler. On est toujours à la même place. Puis non, vous en faites pas si ça jamme là, parce qu'on va dire jammer, là. Vous avez l'impression que ça ne bouge plus, là. C'est normal. Et l'autre chose aussi, c'est que votre clé USB, dépendamment de la vitesse de votre clé USB, le fait de charger des choses dedans, autrement dit, là, il y a plein de petits bonhommes qui travaillent à appel pour rentrer dans le voyage, dans le truck. OK? Et il y a des petits bonhommes qui travaillent plus vite que d'autres. Et puis le truck, ben, dans certains cas, il est capable d'en prendre plus qu'un autre. Et si le trou il est juste grand de même, ça va être long à remplir. Mais si c'est tout grand ouvert, il va remplir plus vite. Fait que la clé USB, on la voit travailler parce que ça flash dessus.
Et dans le cas de celle d'ici, il y en a qui n'ont pas non plus de petites LED pour... mais vous voyez, moi, à shake, là, elle se fait aller, là. Mais c'est ça, c'est que il y a aussi, une autre petite affaire, du temps que ça se fait, que je vais vous expliquer, il y a des clés USB 2, sont faciles à reconnaître. C'est des clés que l'embout de la clé ici, là, si vous regardez ici, c'est noir, OK? Et les ordinateurs assez anciens, les ports USB étaient des USB 2. L'ordinateur que j'ai ici a du USB 2, il y a environ 3 ans et demi, mais c'est un ordinateur de bas de gamme. Les ordinateurs plus haut de gamme ont du USB 3. Le USB 3, la différence, la seule que vous allez voir sur la clé, c'est qu'ici, au lieu d'être noir, le petit carreau qui est à l'intérieur, vous allez avoir une ligne bleue. Et si votre ordinateur est muni d'une prise ou de prise USB 3, le réceptacle va aussi avoir à l'inverse une ligne bleue. Bleu dans bleu. Bleu peut fonctionner dans noir et noir dans noir. OK? Mais les clés USB 3, en passant, il vient de terminer, moi là. Les clés USB 3 ont un transfert beaucoup plus rapide que les clés USB 2. Si votre ordinateur est muni d'un port USB 3, optez pour une clé USB 3. Et il y en a, je vous dis, qui ne sont pas vraiment plus chers, mais la vitesse de transfert est, dans certains cas, de beaucoup, beaucoup plus rapide et plus efficace qu'un USB 2. Mais l'USB 2 fait la job aussi, là, OK? Mais dépendamment des applications que vous voulez en faire de votre clé. Donc ici, j'ai transféré sur une clé USB 2 via un port USB 2 avec le logiciel UnetBootin. Et si vous remarquez ici sur l'image que je fais promener là, le téléchargement des fichiers est terminé, l'extraction des fichiers est terminée, installer le gestionnaire de démarrage sur la clé est terminé et l'installation est terminée. Finalement, il m'offre un redémarrage. Est-ce que je redémarre ou je quitte? Dans votre cas, vous devez faire, si vous êtes prêt à le faire, vos applications sont toutes fermées, mettons, vous n'aviez pas un texte en construction ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui vous parle via un réseau social ou peu importe, et qui n'a pas y couper ça bien net, vous dites, bon, OK, je dois redémarrer ma machine, on se revoit plus tard. Vous cliquerez sur redémarrer. Et là, en redémarrant votre ordinateur, si votre BIOS est bien configuré, le média amorçable, média qui est votre clé USB 2 ou USB 3, ayant préalablement dit qu'en priorité à votre BIOS, que vous voulez que le système sur la clé soit en priorité d'amorçage, de démarrage, et qu'en second lieu, bien, il va aller sur le disque dur si la clé n'a pas rien qui déclenche un signal d'amorçage, bien, il va démarrer sur la clé. Puis en démarrant sur la clé, vous allez avoir une interface nouvelle qui va apparaître et qui va être la Linux Mint 17.3 Rosa. Mais, comme je vous ai dit, il y a un petit écran bleu avant et vous pouvez le laisser aller par défaut. Au bout de quelques secondes, il va démarrer. Et là, vous allez être en système live sur la clé. Votre disque dur n'a même pas besoin de fonctionner. Votre système Windows dort de sa belle... pas de sa belle mort, mais... il est dans le coma. Hein? Il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Il n'a jamais démarré parce que tout se passe sur la clé. Et ça, c'est génial. Et à un moment donné, Microsoft, c'est sûr, étant donné que c'est libre du Linux, ben, il imite. Hein? Ils ont toujours qu'imiter, finalement, mais ça reste toujours que des imitations. Le système Live Linux, c'est un système qui est inventé par des développeurs Linux et qui est génial. Ça fonctionne, comme on dit, les Français surtout, ça fonctionne du feu de Dieu. Okay? Et vous avez une furtivité totale sur les empreintes de données qui ont été
gardé seulement qu'en mémoire live, en mémoire virtuelle, en mémoire volatile. Et quand le système est enlevé, quand la clé est retirée de l'ordinateur, tout, pouf, ça s'en va, ça s'évapore dans l'univers. À part que si vous avez fait des gestes avec la clé qui ont eu des impacts permanents, soit d'écrire quelque chose sur un réseau social ou un email via votre clé, dire votre IP va apparaître et vous allez laisser des traces du temps que vous l'avez fait, mais votre clé comme telle, elle ne laisse aucune trace. C'est difficile à vous expliquer simplement, brièvement, comment ça fonctionne, mais c'est vraiment furtif de cette façon-là, mais limité, parce que vous êtes limité à ce que vous pouvez utiliser cette clé-là sur la plupart des ordinateurs, vous pouvez l'introduire et elle va être fonctionnelle avec le Linux Mint 3 dans le cas de 17.3, dans le cas de celle qu'on vient d'installer sur la clé ou toute autre distribution Linux. Donc, si on résume, on télécharge l'image ISO, on installe une NetBootin, on procède comme je viens de procéder, et le système installe le nécessaire sur la clé USB, et la clé USB a le potentiel de redémarrer, en redémarrant, le potentiel de démarrer sur elle exclusivement, ayant donné l'ordre à votre BIOS de s'en aller en priorité d'amorçage sur la clé. Et si la clé n'a pas de média amorçable, et aussi, une autre chose aussi que je ne vous ai pas montré parce que je veux essayer d'en éviter, parce que c'est tout un monde à expliquer, l'intégrité de l'image ISO qu'on a téléchargée versus l'Université de Waterloo au Canada, si durant le transfert, il y aurait eu une perte de données, ça pourrait arriver que l'image ISO ne soit pas valide et qu'elle ne démarre pas avec la clé parce qu'il s'est perdu des informations durant le transfert, surtout si vous avez beaucoup de fluctuations avec votre connexion Internet, et surtout si vous utilisez Windows pour le faire, ça peut arriver que vous ayez de l'instabilité et que vous receviez une image corrompue. On ne parle pas de virus, là. On parle d'image corrompue, donc une image ISO qui est déficiente. Et pour s'assurer de ne pas avoir une image ISO déficiente, il y a une chose simple à faire et une extension qu'on peut installer dans Firefox, par exemple, où est-ce que l'intégrité de l'image ISO, la somme MD5 qu'on appelle, qui est une empreinte, peut être, vous pouvez la télécharger, parce que sur le site Linux Mint aussi, vous avez l'empreinte MD5, vous pouvez télécharger ce fichier-là, le mettre n'importe où, là, puis via un gestionnaire de téléchargement dans Firefox, là, je ne veux pas vous perdre là-dedans, mais vous êtes capable de, quand vous la téléchargez, même vous avez la somme du MD5 qu'appelle, que vous mettez comme information dans le logiciel de gestionnaire de téléchargement de Firefox. Et lui, quand il a terminé, il va vous faire une petite toune si l'image est exacte et juste. Et c'est une grande série de chiffres, MD5 avec somme et grande série de chiffres, une image unique de l'empreinte. Donc, la vérification de l'image est faite pour vous assurer que vous avez vraiment les données complètes. Quand vous avez la vérification de la somme du MD5 qui est bonne, vous êtes sûr d'avoir une image intègre, l'intégrité totale de l'image qui ne vous causera pas de problème. Mais étant donné que les connexions Internet sont de plus en plus stables, à part que si le système d'exploitation a des instabilités, il y a de moins en moins de besoin de vérifier la somme, l'intégrité de l'image ISO que vous avez téléchargée via une vérification. Donc, c'est pas de se croiser les doigts, de dire « Ah, ce coup-ci, elle devrait être bonne ». Normalement, on n'a pas de problème. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous voyez que ça ne veut pas démarrer comme tel sur une clé USB, bien, ça peut arriver peut-être que l'image se soit corrompue en chemin, que vous allez en télécharger d'un autre serveur ailleurs dans le monde s'il le faut, et vous risquez d'avoir une image, on peut dire pas un risque, mais vous allez assurément avoir une image qui est intégrale et qui va être très fonctionnelle.
Donc, c'est ce qu'on va voir, le démarrage sur un nouvel environnement de bureau, un nouveau système dans la prochaine émission. Et que je vous remercie encore de votre attention et vous allez voir à la fin, dans le générique, possibilité de communiquer avec moi si vous avez des questions. Sur ce, merci, bonne journée.